Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est la musique qui n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une fondateur. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 donc, de la décennie 2010, tout type de documents confondus, des livres, des romans, des BD, mais également de la musique, des films. Et le numéro 10, puisqu'on commence par la fin, sinon c'est pas drôle, c'est un roman adolescent. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les romans adolescents ou qu'on classe encore aujourd'hui dans la catégorie jeune adulte. Alors ce n'est pas parce qu'ils ont cette appellation-là qu'ils ne peuvent être lus que par des gens de cette tranche d'âge-là. Hein. Je tiens à le préciser parce que il y a des romans de très grande qualité dans ces collections qui peuvent être tout à fait lus par des adultes. On n'a pas forcément des histoires gnangnan avec un vocabulaire très simplifié comme on pourrait l'imaginer. On a de très belles pépites dans la littérature adolescente. Alors il est vrai que sur la décennie encore juste d'avant, entre 2000 et 2010, on avait par exemple Jean-Claude Mourleva avec Le combat d'hiver qui est un roman magnifique, ou encore Toby Lollness de Timothée de Fontbelle. Mais là, pour la décennie 2010, je vais vous présenter un roman adolescent donc, qui est paru en 2012, qui s'intitule Ganymède, Fée blanche, ombre de thym. Alors je vous l'accorde, le titre est un peu original, et il a été écrit par Maëlle Fierpier, qui est une auteure jeunesse française, qui est également scénariste de bande dessinée et qui a été libraire jeunesse. Alors on est ici sur du roman fantastique, avec une histoire, comme vous pouvez vous en douter, une histoire de fée. Alors Ganymède est une fée blanche qui vit parmi les humains et qui a toujours eu un rôle, un petit peu comme on l'entend dans les contes de fées traditionnels, le rôle de marraine, la bonne fée, pour aider les jeunes filles à se transformer en princesses. Sauf que, eh bien, nous sommes au XXIe siècle et aujourd'hui, des jeunes filles qui veulent devenir princesses, il n'y en a plus beaucoup, et surtout des jeunes filles qui croient encore en la magie, il n'y en a carrément plus du tout. Donc notre pauvre fée se retrouve au chômage, elle commence vraiment à dépérir, mais le souci plus important, c'est que si elle n'utilise plus ses pouvoirs magiques, elle va complètement se transformer, perdre toute sa magie et surtout tout son côté fée blanche, hein, elle risque de devenir une fée noire. Donc il lui faut vraiment partir dans une sorte de quête, une grande aventure, pour pouvoir à nouveau utiliser ses pouvoirs magiques, redevenir la fée blanche qu'elle a toujours été, et elle va découvrir que son destin est lié à un étrange elfe qui s'appelle Ombre de thym. Et on va avoir ici donc un roman foisonnant, un roman écrit avec un style très énergique, une aventure magnifique, peuplée d'êtres fantastiques et de nombreux rebondissements inattendus. On a plein de références littéraires ou cinématographiques qui étoffent tous les récits, qui sont plein de petits clins d'œil qui nous font toujours bien sourire. On a une organisation de texte qui est très bien faite, qui va alterner deux époques, avec des sortes de petites notes aussi qui sont complètement hilarantes. Donc vraiment, c'est un souffle d'air frais dans la littérature adolescente, avec ce roman vraiment très énergique, très original et qui donne vraiment une très bonne dose de bonne humeur, tout en nous emportant dans une aventure vraiment magique. Donc je passe maintenant à mon top 9, qui est cette fois-ci de la musique. Alors pareil, hein, pour choisir un album ou un artiste marquant de la décennie 2010, c'est vraiment pas évident. Mais moi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Lindsey Stirling. Alors, il s'agit d'une violoniste américaine qui est née en 1986 et qui s'est fait connaître car elle a participé à l'émission America's Got Talent, qui est notre équivalent de la France à un incroyable talent.
Et justement, son incroyable talent, eh bien, c'est le violon qu'elle va jouer sous toutes les formes. Alors, c'est vraiment un petit personnage aussi, on dirait un petit peu une petite elfe, une petite lutine. Quand elle joue du violon, elle danse en même temps, elle saute un peu partout. Elle va surtout désacraliser et populariser le violon en jouant des reprises, des titres rock, pop, électro. Son fort aussi, c'est les mises en scène, puisqu'elle a une chaîne YouTube qui comptabilise je ne sais combien de millions d'abonnés. Chacun de ses clips fait plusieurs milliards de vues, puisqu'elle sait vraiment aussi se mettre en scène avec des costumes, avec des ambiances qui nous rappellent des films ou des séries très célèbres dont elle rejoue, elle réadapte la musique. Et elle a travaillé avec de très nombreux artistes. Donc par exemple, en 2013, elle a repris un titre d'Imagine Dragons. Elle a également travaillé avec Céline Dion, elle a fait des reprises de Queen, enfin tout un tas de chansons et d'artistes très célèbres qu'elle a donc remis à sa sauce. Donc c'est original, ça permet vraiment d'écouter du violon, mais de ne pas avoir l'impression du tout d'écouter un instrument dit classique. Et puis donc je vous encourage vraiment aussi à faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Voilà, je passe maintenant à mon numéro 8 qui est cette fois-ci une bande dessinée. Une bande dessinée qui est parue en 2011 et qui s'appelle donc Les Ignorants, récit d'une initiation croisée. Alors, de quelle initiation s'agit-il? Eh bien, on a ici une histoire réelle, hein, ce n'est pas du tout une bande dessinée qui va nous parler d'une histoire fictive. On a deux personnes qui viennent de deux milieux professionnels très différents. D'un côté, on a Étienne Davodo qui est auteur de bande dessinée et qui n'y connaît pas grand-chose au vin et à la viticulture. Et de l'autre côté, on a Richard Leroy qui est vigneron, qui lui justement n'y connaît pas grand-chose en bande dessinée. Et ces deux hommes vont donc se rencontrer et vont donc, avec beaucoup d'ouverture vers l'autre et de curiosité, ils vont s'intéresser au milieu professionnel et à la passion de l'autre, et ils vont découvrir pendant plus d'une année ce milieu très différent du leur. Alors, on va, nous aussi, lecteurs, découvrir avec chacun des personnages ce milieu très passionnant, que ce soit le milieu du vin ou le milieu de la bande dessinée. On va apprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, par exemple, quand Étienne, qui est dans le milieu de la bande dessinée, va passer plusieurs jours sur l'exploitation viticole de Richard, il va découvrir que le vin, c'est pas juste de la vigne qu'on laisse pousser, on récolte le raisin, on le transforme en jus et ça donne du vin. Non, il va découvrir que c'est beaucoup une histoire de terre, de terroir, de climat, d'intuition, de météo, de rencontres, d'échanges. On va parler aussi de tout un tas de nouvelles méthodes pour respecter la terre et l'écologie. Enfin, c'est très très complet et on est vraiment happés aussi nous-mêmes lecteurs par ce monde qu'on découvre. On va apprendre du vocabulaire, on va apprendre beaucoup de choses techniques, mais on va surtout comprendre la passion qui lie à chaque fois l'homme à ce métier. Et quand on va suivre le métier d'Étienne dans le monde de la bande dessinée, on va le voir par les yeux de Richard, ce viticulteur qui n'a pas du tout l'habitude de ce monde-là, qui va lui aussi découvrir que la BD, c'est pas seulement des petits dessins qu'on griffonne dans une case, il y a aussi tout un travail d'inspiration, de préparation, de documentation. On va le voir quand ils vont, par exemple, chez l'éditeur, chez l'imprimeur, dans les salons du livre aussi, le rapport avec les lecteurs. Enfin, tout cela, c'est vraiment très très intéressant, c'est passionnant. Alors la BD, comme vous pouvez le voir, elle est en noir et blanc, mais bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de couleur que c'est forcément pas intéressant, hein, ça n'a rien à voir. Les dessins sont très sympas aussi, c'est assez réaliste, tout en étant quand même dans un univers qui nous permet de vraiment s'approprier les différentes passions de ces deux personnes. Et on en ressort de là avec à la fois l'envie d'en savoir encore plus sur le vin et sur la bande dessinée. Donc voilà, ça c'était mon top 8.
Pour terminer aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 7, qui est un roman cette fois-ci. Alors un roman qui est paru en 2011 de l'auteure Carole Martinez, qui est une auteure mosellane, qui a entre autres écrit également Cœur cousu et qui écrit des scénarios de bande dessinée. Donc ce roman, il s'agit de Du domaine des murmures, qui a été récompensé par le prix Goncourt des lycéens. Alors, dans ce genre de roman qui va nous parler d'univers médiévaux, je peux aussi vous conseiller deux autres titres qui m'ont beaucoup marqué, qui ont été La Dame à la licorne de Tracy Chevalier ou encore la fabuleuse saga des Piliers de la Terre de Ken Follett. Mais je vais revenir sur Mon domaine des murmures. Alors, c'est un roman qui est à la fois historique, mais également très très mystérieux. C'est ce qui en fait tout son charme et ce qui fait aussi que lorsque vous fermerez la dernière page, vous quitterez cette ambiance avec regret. C'est un roman assez court pour un roman historique, parce que c'est vrai que souvent ce sont des romans épais, voire des fresques. Et nous sommes donc en plein cœur du Moyen-Âge français. Nous sommes en 1187 et le jour de son mariage, devant toute l'assistance scandalisée, la jeune Esclarmonde, alors oui, elle a un prénom pas facile à porter, va dire non. Elle refuse d'épouser celui qu'on a choisi pour elle, comme cela se faisait à cette époque. Elle veut offrir sa vie à Dieu, contre la décision de son père, qui est châtelain, et du coup, elle va se retrouver emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture une toute petite fenêtre avec des barreaux, fenêtre par laquelle on va lui apporter à manger et à boire tous les jours. Alors vous allez me dire, l'histoire n'a pas l'air franchement passionnante. Une jeune fille moyenâgeuse qui est enfermée dans une petite cellule, je vois pas ce qui pourrait lui arriver comme aventure. Hein. Eh bien c'est là qu'on se trompe, puisque ici l'auteur a fait preuve de beaucoup d'imagination. Elle a également une langue et une écriture qui est superbe. Et la jeune Esclarmonde va commencer à avoir des visions. Alors on est en plein dans l'époque des croisades, elle va entre autres avoir des visions de ce qu'il se passe ou de ce qu'il va pouvoir se passer à des milliers de kilomètres de là, à Jérusalem. On va donc par ces visions être au plus près des chevaliers, des guerres, des batailles, de tous ces personnages qui sont aussi avec les chevaliers. Et on va vivre comme ça des aventures exceptionnelles par ces visions. On est toujours ici entre une sorte de frontière, on est toujours dans un carrefour entre le monde des vivants et des morts, les songes et la réalité, l'avenir, le passé, le présent. Il y a toujours comme ça des frontières très minces entre tous ces mondes. Donc on a une réelle puissance poétique dans ce roman. On a une expérience qui est mystique, même parfois charnelle. On a un univers qui est très singulier. Et si vous aimez donc ce premier roman, vous avez le tome 2 qui est sorti, qui est une suite sans en être vraiment une, c'est-à-dire que ce roman-là a quand même une véritable fin. Hein. Mais si vous avez aimé l'univers de l'auteur, en 2015, elle a écrit La Terre qui penche, qui se déroule cette fois-ci en 1361, mais au même endroit. Voilà, donc mon gros coup de cœur pour le roman historique qui pour moi est celui de cette dernière décennie, Du domaine des murmures de Carole Martinez. Je vous laisse sur ces quelques murmures pour vous souhaiter de bonnes lectures, de bons moments de musique, de cinéma, et je vous dis à très vite.